Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour une raison un petit peu spéciale qui était absolument pas prévue. C'est une vidéo un petit peu à l'improviste que je vais suite à un podcast de Rollis TV. Alors je vous explique, aujourd'hui on va parler de l'outre-terre, l'Underdark, le sous-terre, bref, appelez ça comme vous voulez, les royaumes souterrains dans les univers de fantasy, les mondes souterrains plutôt, dans les univers de fantasy. Alors je vous explique un petit peu pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Il y a quelques jours, en fait vendredi dernier à l'heure où je tourne cette vidéo, Rollis TV, dans leur podcast Discussion et Dragons, un podcast qui parle de Donjons et Dragons et plutôt de fantasy en général, parce que les choses qu'ils abordent peuvent être très facilement adaptées ou amenées dans d'autres univers, donc il n'y a pas d'histoire de règles dans ce que je vais parler là. Donc ils ont sorti dans leur Discussion et Dragons un épisode spécial sur l'Underdark. Alors ça s'appelle l'Underdark dans Donjons et Dragons, vous avez le sous-terre dans l'Ascension des Drôs par exemple, et puis dans Dragon, eh bien, vous avez l'inframonde. Tout ça, ce sont des univers qui se déroulent sous la Terre. Okay, donc vous avez le monde de la surface et puis vous avez un monde qui se trouve sous la Terre avec différentes entrées, etc., qui a ses propres codes, son propre fonctionnement, ses propres peuples, etc., ses propres enjeux. Et tout cela peut être un petit peu compliqué à gérer par moment. Alors, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que récemment, j'ai terminé la campagne Out of the Abyss en 5e édition. On l'a faite de A à Z. Et dans certains points qu'ont soulevé Mathieu et Fabrice sur certaines difficultés ou certaines particularités de l'Outre-Terre, eh ben, je me suis rendu compte que j'aurais quand même des choses à dire dessus et peut-être 2-3 petits conseils que je pourrais vous donner si c'est un univers qui vous intéresse. Puisque bien moi c'était la première fois que je faisais jouer dans ce genre d'univers, un monde souterrain, et bah, j'ai découvert plein de petites subtilités de cet univers-là. Donc on est parti sur 5 points que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. La première chose que j'aimerais aborder avec vous, eh bien, c'est l'environnement. Et oui, il peut y avoir une certaine redondance qui va se créer au fur et à mesure des parties que vous allez faire à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, nous sommes dans un monde souterrain. C'est-à-dire que c'est un ensemble de salles souterraines reliées entre elles par des grottes, plus ou moins longues, plus ou moins biscornues, etc., mais qui ont quand même cette légère tendance à toutes se ressembler. C'est-à-dire, eh bien, les murs vont être de pierre, le sol va être de pierre ou de terre ou de sable, ce genre de choses, mais on va quand même avoir tendance à très souvent se répéter, et dans les aventures, eh bien, souvent aussi, on répète les descriptions. À force, en tant que MJ, quand on fait la description, on a tendance à dire vous êtes dans des grottes, vous arrivez dans une salle, elle est immense et on ne voit pas le plafond. Mais au bout de la 5e salle comme ça, bon, ça manque un petit peu d'originalité. Et ça, au bout d'un an de campagne, je vous avoue que trouver des descriptions qui sont assez originales, qui renouvellent un petit peu la chose, qui cassent un petit peu la redondance, dans ce genre d'univers où on ne peut pas passer d'une plaine à une forêt, à la mer, du sable, etc., et ben, ça peut être un petit peu compliqué. Mais je vous invite à réfléchir à l'effet Subnautica. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Si vous ne connaissez pas Subnautica, c'est un jeu que je trouve absolument génial et qui ont rencontré un petit peu ce même genre de problème de redondance parce que eux, ça se passe dans un univers sous-marin et donc bah, on est tout le temps sous la mer. Mais si vous avez joué à ce jeu, vous avez pu remarquer que ce jeu n'est absolument pas redondant dans ses environnements puisqu'il y a des sortes de biomes. Ok, alors il y a une zone avec une espèce de forêt de champignons aquatiques bizarres, une zone un petit peu mer tropicale. Après il y a un environnement avec de la lave, etc., etc. Et on varie comme ça pas mal les environnements et on n'a pas forcément l'impression de se retrouver dans quelque chose de très redondant alors que on est tout le temps sous la mer. Mais à l'inverse de Subnautica, je vous déconseille d'adapter le concept de biome. C'est-à-dire que si on reprend Subnautica, vous avez la zone de forêt, la zone où c'est un peu tropical et où tout est tranquille, la zone de départ, la zone de lave, la zone de machin. Bon, ça fait un peu trop découpé à la serpe. Moi, ce que je vous conseillerais plutôt de faire, eh bien, c'est de réfléchir au type d'environnement possible souterrain, en sachant que en général, on va avoir la présence d'eau avec des rivières souterraines, des lacs souterrains, notamment le Dark Lake si vous jouez dans l'Underdark, par exemple. Donc, on va avoir la présence d'eau. Qui dit eau dit érosion de la pierre. Qui dit érosion dit sable.
Donc possibilité d'avoir des plages, donc c'est pas limitant, on n'est pas obligé de se dire ok on a une plage que si on est à l'extérieur. On peut aussi avoir un ensemble de champignons formant des forêts, pourquoi pas. Et une chose que j'apprécie tout particulièrement et que j'ai un petit peu fait dans Out of the Abyss, c'est tout ce qui est légende autour de la Terre creuse, le monde intérieur, etc. On place une sorte de soleil artificiel, une source magique ou peu importe, un cristal qui émet une certaine radiation, une sorte de soleil artificiel, dans un environnement assez vaste tout de même. Et dans cet environnement, eh bien, il y a une vie un petit peu comme à l'extérieur qui s'est développée, ce qui fait qu'on a des plantes, on a des arbres, des choses comme ça. Mais ce qui est sympa avec l'Underdark et ce genre de source d'énergie, c'est qu'on est capable de créer des mondes un petit peu plus étranges, un petit peu plus extraterrestres. Par exemple, l'herbe n'est pas verte, elle est rouge à cause des radiations, peu importe. Mais vous avez une végétation qui a muté, qui est pas exactement la même qu'à l'extérieur. Bon, moi je m'en étais servi pour faire une zone un petit peu plus calme, qui avait un petit peu reposé les personnages, un petit peu plus pacifique. Mais vous pouvez très bien vous en servir comme d'un lieu extrêmement dangereux, etc. Un petit peu comme on pourrait le voir dans Avalonia par exemple, si jamais vous avez vu ce film d'animation que personne n'a vu, mais dans Avalonia il y a un peu ce côté monde intérieur, et ben voilà, vous pourriez aussi faire ça. Moi j'aurais quand même tendance à vous conseiller de les limiter ça à une ou deux fois, et sur des zones assez restreintes tout de même. Et voilà, pour pas que ça devienne non plus, bah, en fait on est à l'intérieur mais on est comme à l'extérieur. Non, le but c'est pas ça, c'est juste de créer un waouh, il y a ça aussi là-dedans. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis pour tout ce qui est forêt de champignons, c'est quelque chose qui est assez commun dans les univers de fantasy. Quand on vous décrit en général un monde souterrain, il y a un moment, on va vous décrire une forêt de champignons, un monde de champignons, etc. Puisqu'il y a aussi très souvent des races qui vous sont données qui sont des peuples champignons. Eh bien, moi je vous conseille aussi de les mettre en pratique. Ça permet de créer des cultures très étranges, de créer des environnements qui peuvent parfois être hostiles par leur nature aux joueurs. Et c'est très très intéressant à mettre en place. Mais vraiment, ce que je vous conseille, c'est de varier au maximum les environnements et de ne pas faire tout le temps, vous êtes dans une grotte, dans un couloir, dans un machin, à moins que les joueurs vraiment poussent de ce côté-là, mais varier. Dans l'univers officiel Donjons et Dragons, vous avez notamment le Fierceness. Le Fierceness, c'est une espèce de brouillard étrange qui a des effets sur la magie. Eh bien, vous pouvez aussi vous servir de ça pour jouer sur la perception de vos joueurs, sur tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette brume, etc. C'est un élément que j'ai trouvé très très intéressant. Et enfin, un type d'endroit auquel on ne pense pas forcément, et qui d'ailleurs est très très bien mis en avant dans la campagne Out of the Abyss, c'est tout simplement des lieux qui ont été modifiés par leurs habitants. Alors ça donne des choses comme par exemple la mer de toile. C'est plein d'araignées qui ont tissé des toiles dans le coin, dans une énorme grotte, et donc il y a plein de toiles et ça crée des routes, carrément des routes, et donc vous avancez sur des toiles d'araignées. Alors évidemment, il faut éviter de réveiller les habitants, mais eh bien ça crée un lieu étrange, un lieu qui est plein de vie en même temps et bah, qu'on ne peut pas ou qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'extérieur. Ou alors des cavernes creusées par des vers. Dans Out of the Abyss, il y a notamment pas mal de cavernes creusées par des vers pourpres. Donc bah voilà, vous pouvez jouer aussi sur l'angoisse des habitants. Et d'ailleurs, un point important sur les angoisses, là, ça dépend de ce que vous voulez faire comme type d'aventure. Mais si vous voulez rendre une aventure assez inquiétante, angoissante, etc., jouer un petit peu sur les peurs, eh bien le souterrain c'est parfait pour ça, puisque vous pouvez tout à fait jouer sur la perception de l'environnement pour perdre les joueurs, perdre surtout les personnages qui se retrouvent à avoir parfois aussi des sauts d'humeur parce que eh bien, ils sont dans le noir, hein, faut pas l'oublier. Ça on en reparlera après, mais ils sont un petit peu perdus dans ce dédale de tunnels. On peut jouer sur le côté tout se ressemble, vous passez d'un tunnel de pierre à un autre, et donc à force ça vous fait perdre un petit peu la boule. Dès qu'on trouve un endroit un petit peu plus ouvert, et ben c'est déjà habité, et on se retrouve peut-être en conflit avec les habitants ou ce genre de choses. Donc on peut tout de même se servir de la répétition du décor pour servir notre narration, ou bien se servir de la diversité qu'on va mettre en place pour créer des dangers qu'on ne verrait pas forcément à l'extérieur, comme je disais, pour la mer de toile, pour les vers pourpres, ce genre de choses. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, la source de lumière. Alors, la lumière dans le souterrain, c'est un petit peu le point critique. Alors,
Là-dessus, il y a pas mal de choses à en dire. Soit vous êtes dans un jeu qui est assez gritty, vous voulez avoir une aventure qui est assez littéralement sombre, où on va compter ses torches et machin, on va faire attention à ses vivres. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez pouvoir jouer sur le fait qu'il y ait très très peu de sources de lumière. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de parfois mettre une petite oasis de lumière, une petite grotte avec des cristaux qui s'illuminent ou des champignons bioluminescents ou peu importe. Mais quelque chose, ou une ville même, mais les personnages sont dans le noir comme ça depuis plusieurs jours, ils en chient, ils se sont fait attaquer, ils sont blessés, et puis là, oh, lumière! Et en fait, dès qu'il y a la lumière, c'est waouh, effet vraiment superbe. Et juste le fait de mettre de la lumière, ça va remonter le moral des troupes. Donc, si jamais vous avez ce genre d'aventure, eh bien, jouez vraiment sur l'absence de lumière. Si par contre vous utilisez un système de règles comme Donjon Dragon par exemple, alors là je serais beaucoup plus mitigé sur l'absence de lumière. Pourquoi? Et j'ai un petit peu fait l'erreur moi de mon côté dans la game parce que j'ai annoncé directement la couleur, je voulais quelque chose qui soit assez dur. Mais ce que ça a fait, c'est que mes joueurs ont été chercher toutes les choses pour pouvoir contrecarrer les difficultés. Je leur en veux pas, c'est bien normal, mais si vous leur mettez le fait qu'ils soient tout le temps dans le noir, etc., mais si votre système de règles, il propose d'une façon ou d'une autre de pouvoir voir dans le noir ou de pouvoir détourner n'importe quelle difficulté, ça marche aussi sur la nourriture, hein, jouer sur l'absence de nourriture, etc. On en reparlera après de la nourriture, mais si vous jouez là-dessus, et ben, au final, avec un système de règles comme dans Donjons et Dragons, les gens vont simplement trouver des moyens de contourner les difficultés et vous allez vous retrouver avec votre univers tout noir, mais ils voient très bien dans le noir, ça n'a plus de sens et techniquement ils auront dépensé des ressources qui auraient pu leur permettre d'avoir un meilleur plaisir autour de la table et ils ont sacrifié pour pouvoir contourner des difficultés qui vous maintenant ne vous servent plus à rien. Bon, je trouve ça quelque part un petit peu dommage, mais c'est vraiment que mon avis là. Et quand vous allez mettre des sources de lumière, bah en fait, depuis le début on voit, donc il n'y a aucun problème avec ça. Alors, c'est un petit peu dommage. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est que si jamais vous avez ce genre de système de règles, vous êtes très certainement dans un monde de haute fantasy, de haute magie, etc. Et bien, jouez tout simplement sur des sources de lumière naturelles, des créatures qui émettent de la lumière, des cristaux, des champignons, ce genre de choses. Et puis, bah, quand on sera vraiment dans le souterrain, là, ils auront pas le choix, ils vont utiliser quelques torches, mais ils ne le subiront pas forcément comme une punition constamment, le fait d'être sans torche, ce qui va les amener à aller chercher de la vision dans le noir et autres trucs comme ça. En tout cas, c'est vraiment mon avis. Essayez d'adapter votre univers, votre campagne, en fonction du thème que vous voulez lui donner. Si vous voulez qu'elle soit gritty, bah, dans ce cas-là, allez-y, mettez-les dans le noir, etc. Et servez-vous de la lumière comme d'une source d'espoir, littéralement. Et si au contraire vous voulez lui donner plutôt un ton haute magie, épique, etc., et ben dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt, moi, d'aller jouer et mettre en place des systèmes de lumière. Mais c'est vrai que par contre, la lumière, c'est un vrai casse-tête parce que au-delà des cristaux qui font de la lumière, bah, ça devient un peu compliqué, quoi. Troisième point maintenant, la nourriture. Alors la nourriture, là, c'est assez simple. En fait, la nourriture, vous allez souvent entendre parler de champignons. Et on va manger du champignon, et on va manger du champignon, et on va manger du champignon. Sous toutes ses formes. Et on vous donne des catalogues de champignons. Celui-là, il permet de faire ci. Celui-là, il permet de faire ça. Et c'est très très bien de manger des champignons et d'avoir des champignons avec des effets différents. Si je prends l'exemple par exemple de Out of the Abyss, on vous donne des champignons qui retiennent l'eau quand vous les mangez, en même temps ils vous hydratent, ce genre de choses. Et c'est très bien, mais il peut y avoir là aussi une certaine redondance. Alors moi j'avais fait exprès de jouer là-dessus, sur le côté vous en avez marre, vous voulez sortir de là, il y en a marre de bouffer du champignon, bref ils en avaient vraiment marre de manger ça. Mais il y a quand même une redondance qui s'installe dans le fait de manger du champignon. Et là, vous pouvez vous servir des plats de la surface comme source d'espoir, un peu comme la lumière. Hop, vous êtes accueilli par un PNJ, vous êtes fatigué, vous en avez marre, et là, il vous sert un banquet. Et en plus, il y a des produits de la surface, il y a des choses comme ça. Bon, donc là, même effet que la lumière, on peut s'en servir comme source d'espoir. Mais on peut aussi tout simplement penser à l'écologie locale.
il peut y avoir du steak d'araignée, des steaks de lézard ou peu importe, de la viande qui provient d'animaux qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et là, on joue encore une fois sur l'étrangeté. Tu es dans le même univers, mais tu n'es pas dans le même monde. Tu ne pourras pas trouver un morceau de viande de vache, par exemple. Donc, bah, la vache locale, c'est un espèce de gros lézard bizarre. Voilà, et hop. Et dans ce cas-là, vous jouez dans votre description sur la texture. Moi, généralement, j'essaie de donner des descriptions où on va vraiment jouer sur l'étrangeté. Par exemple, la viande d'araignée, bah, ça va être très, très spongieux, pas très agréable. Mais finalement, comme tu en as vraiment marre de manger du champignon, tu trouves que c'est plutôt excellent. Enfin, voilà. On va plutôt essayer de varier ces choses-là. Idem sur les boissons. On va pas trouver de café, de cacao ou de ce genre de choses. Mais je vais inventer des produits bah, à base de champignons. Par exemple, je crois que j'avais pris un vin de champignons. Il me semble que j'avais inventé ça, une espèce de vin de champignons. Alors, donc j'avais donné la description, etc. Vous pouvez voilà, donner comme ça des boissons qu'ils connaissent, de la bière, du vin, des choses comme ça, et vous les adaptez à l'endroit local. Je sais pas moi, une boisson à base d'œufs d'araignée fermentés, par exemple, voilà. Ce genre de truc, ça vous permet de jouer encore une fois sur l'étrangeté. Si vos joueurs, enfin si les personnages de vos joueurs viennent de la surface, ben voilà, faites-leur comme ça découvrir ce monde en approfondissant de cette façon à travers vos descriptions la nourriture et en variant un petit peu du traditionnel champignon, et bien vous pouvez approfondir la vie locale, ce qui m'amène à mon quatrième point. Mon quatrième point, il va ressembler un petit peu au point sur la nourriture, mais on va parler des vêtements et de l'ameublement. Alors là encore, eh bien, qui dit outre-terre, souterrain, inframonde, etc., dit très certainement produits pour faire du tissu différent. Du bois, ben, on n'en a pas si on est en souterrain. Ou alors il y a un système étrange qui permet d'avoir du bois. Si je prends l'exemple de l'Underdark, vous allez avoir du bois en zurkwood. Le zurkwood, eh bien, c'est un champignon qui pousse et qui ressemble à du bois. Bon, c'est un petit peu bonnet blanc et blanc bonnet, mais eh bien, ça reste quand même du champignon. Donc là encore, vous pouvez jouer sur l'étrangeté. Tiens, c'est bizarre, cette table, tu as l'impression que c'est du bois, mais quand tu passes ta main dessus, c'est pas la texture du bois, c'est une texture un petit peu comme une sorte de mousse très très dure. Voilà, vous pouvez jouer comme ça sur l'étrangeté de la sensation. De la même façon, les vêtements, eh ben, ils peuvent avoir des étoffes qui réagissent différemment à la lumière, au mouvement de la personne, au toucher aussi, ou même à l'odeur, puisque on va souvent avoir affaire à des matériaux issus de créatures. Je prends l'exemple par exemple des drôles qui ont des robes en soie d'araignée. Bah voilà, peut-être que la soie d'araignée pourrait avoir une sorte d'odeur bien particulière, et puis la première fois que tu en croises, tiens, il y a un personnage qui vient de passer, un PNJ qui faisait son marché, tiens, c'est étrange. Voilà, ce genre de choses, on peut jouer beaucoup là-dessus. Donc sur l'apparence des textiles, leur façon de se comporter, comment est-ce qu'ils poussent aussi, ça peut donner lieu à des rencontres intéressantes et à des visites dans des exploitations où on crée du textile spécial pour cet environnement-là. Enfin, voilà, tout ça peut être assez intéressant. En tout cas, je trouve à mon niveau, quand on est privé des biens de la surface, ça me paraît assez logique qu'on n'ait pas forcément beaucoup de ces textiles qui nous parviennent. Et enfin, cinquième et dernier point, là on va parler des lieux de vie et des échanges. Alors justement, parler des biens de la surface. Et il me semble important, dans un monde de fantasy, quand on a un monde de la surface et un monde souterrain, et même il me semble logique et important que pour être capable de faire des aventures dans l'un et l'autre et de passer de l'un à l'autre, eh bien, il me semble important que ça doive communiquer. Et si ça communique, eh bien, il doit y avoir des échanges, généralement commerciaux, on s'entend. Donc, on va avoir une cité qui va être dans notre souterrain et une cité qui va être à la surface et ils échangent des produits. Ce qui veut dire que plus je suis près de cette cité, donc là je pars du principe que je suis dans le souterrain, plus je suis près de la cité qui se trouve dans les souterrains, et plus j'ai accès facilement aux produits de la surface, puisque forcément on est quasiment à la source. Et si je sors dans la ville de la surface, bah là je pourrais avoir des produits qui viennent du souterrain. Donc là aussi c'est une chose que je trouve autant on la met en avant dans les scénarios qui se passent dans les souterrains, où on met en avant ce côté ah bah moi j'ai reçu une cargaison de textiles de la surface, pour revenir là-dessus. Mais quand on est
à la surface, on met pas forcément en avant le côté ah tiens, moi j'ai reçu une cargaison des choses venant des souterrains. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on peut très bien jouer sur ce côté échange et rareté du produit, les prix qui sont beaucoup plus élevés pour un produit venant de la surface. Un produit commun à la surface coûtera très très cher dans le souterrain. Une épice, par exemple, je prends un exemple au hasard, mais voilà, une épice que vous payez une pièce d'or à la surface, et bien là vous pourrez la payer 10 pièces d'or parce que c'est très très dur, très très cher à faire venir. Donc voilà, on peut jouer comme ça sur la surprise pour les joueurs. Sur, ah mais ça coûte ce prix-là. Bah oui, ça coûte ce prix-là. T'as vu les matériaux qu'il faut. Donc ça peut être intéressant, je trouve, d'aborder ce côté commerce, etc. Et qui dit commerce dit donc lieu de vie et lieu d'échange. Alors, là encore, une difficulté qui peut être rencontrée facilement dans tout ce qui est souterrain, c'est l'absence, on va dire, de sociabilisation assez simple. Ça dépend des campagnes, bien sûr, et des univers dans lesquels vous jouez, mais souvent vos joueurs vont être perdus quelque part au milieu des souterrains. Il n'y a pas de ville autour. Du moins, c'est très très loin. Et il n'y a pas de ville. Et chaque PNJ qui croise, techniquement, s'il est là, c'est soit qu'il a fait quelque chose de très mal, du genre c'est devenu un cannibale, ou il a trahi les siens et du coup il leur veut pas du bien, voilà, ou il a un petit peu perdu là, ou alors eh bien, c'est une créature qui va essayer de les bouffer. Et à cause de ça, vos parties risquent de manquer, pour certains joueurs en tout cas, de sociabilisation, de possibilité de créer vraiment des relations fortes avec des PNJ, parce que si vos personnages sont tout le temps en vadrouille, bah, peut-être que les PNJ, bah, ils voudront pas les suivre parce qu'eux ont leurs propres objectifs. Donc si vos joueurs attendent vraiment de très forts liens de sociabilisation, ça peut être un peu handicapant de jouer tout le temps dans les souterrains, en tout cas perdu au milieu de la pampa. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des villes ou d'avoir des villes assez proches de vos joueurs et dans ces villes-là, d'avoir un maximum de culture. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Quelque chose qui me gêne en général, c'est genre la ville de la culture A, la ville du peuple B, la ville de la culture C. Ça, c'est quelque chose qui peut me déranger un petit peu par moment, puisque si vos joueurs décident d'aller dans une des villes, ils vont se couper automatiquement de toutes les autres cultures. C'est quasiment vrai, 90% du temps, ça permet de bien ancrer une ville, de lui donner un corps propre, et c'est assez pratique pour ça. Je prends un exemple typique, Menzoberranzan, la cité des elfes noirs, boum boum, l'architecture, on voit à peu près à quoi ça ressemble, c'est la ville de l'araignée, donc il y a plein de choses qui ressemblent aux araignées. Et puis si je prends Grakolstug, bah, c'est une ville de nains, donc ça ressemble à une ville de nains, et voilà l'architecture est très naine, machin machin. Mais toujours est-il qu'il y a tout de même des exceptions qui peuvent être faites. Je prends un exemple encore, l'exemple de Mensolderis dans l'Outre-Terre, qui est un avant-poste où toutes les cultures se rejoignent pour commercer entre elles. Donc là, on a une sorte de mini-ville qui est au cœur vraiment de l'Underdark, et on a différentes cultures, bon, qui sont chacune dans leur bastion, mais ça peu importe, mais on a ces cultures différentes qui viennent échanger entre elles, puisqu'ils ne fabriquent pas et ils ne commercent pas la même chose, et donc chacun a besoin des produits des autres, et c'est comme ça qu'ils font leurs affaires. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc pourquoi pas essayer de mettre en avant ce genre de choses. Quand vous avez l'impression que vos joueurs ils auraient bien besoin d'un peu de sociabilisation, de rencontrer des PNJ, etc. Eh bien moi je vous conseille de mettre ce genre de petit avant-poste, pas forcément une ville, hein, mais juste un petit truc, tac, voilà, ici, là, dans la grotte, il y a un petit marché qui s'est monté avec plein de petits marchands de différents peuples, machin, qui pourraient aussi servir à présenter les différentes cultures. Et d'ailleurs, là-dessus, je vous enjoins aussi et je vous encourage à faire des cultures différentes de ceux de la surface. Par exemple, ok, c'est un nain, mais ce n'est pas un nain que tu connais de la surface. C'est un nain qui est sous terre, ou un gnome, peu importe, et il a des traditions différentes de ce que tu connais. Et là, hop, encore une fois, on vient jouer sur le côté, ah, je pense connaître, mais en fait, je connais pas. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Je vous donne un exemple tout bête, mais moi par exemple, mes Zirfneblin, eh bien, les Zirfneblin, quand on rentre dans une maison ou dans une auberge, etc., eh bien, on enlève ses bottes et on les met toujours à gauche de la porte.
Pourquoi? C'est la tradition. C'est comme ça. Tu les enlèves et tu les mets à gauche de la porte. Et les PNJ étaient intransigeants là-dessus. Et donc les joueurs après ont fait le coup et en fait eux-mêmes arrivaient dans une maison, ils enlevaient leurs bottes et les mettaient à gauche de la porte directement. C'est assez marrant à voir. Bon, j'avais une tenancière qui n'était pas des plus commodes non plus quand on n'enlevait pas ses bottes. Voilà, on joue comme ça sur des petites traditions, des petits trucs. Il n'y a pas forcément de raison, c'est pas forcément logique, c'est pas forcément quelque chose où il faut s'attarder pendant 45 minutes dessus, mais juste, ah ok, c'est une culture différente, ils ont une façon de vivre différente de la nôtre et on doit s'adapter si on ne veut vexer personne, etc. Et un dernier point sur les lieux d'échange et sur la vie dans les souterrains, on a un peu trop tendance à se limiter aux villes et aux avant-postes. Donc ici, il y a des Irféblines, ici, il y a des Drôs, ici, il y a des nains, et au milieu, il y a un avant-poste où tout le monde commerce. Bon, ça c'est bien, mais c'est rare qu'on en croise vraiment au milieu. Ok? Donc vous êtes sur la route et vous ne croisez jamais aucun des marchands que vous trouvez à l'avant-poste. C'est étrange, non? Puisque techniquement, si les Niflheimlin viennent de la ville des Niflheimlin et qui vont à l'avant-poste, bah, il y a un moment, ils doivent bien faire le trajet. Donc, je vous encourage aussi, pour des questions de sociabilisation, etc., eh ben, à vous servir juste de marchands itinérants. Alors, ils peuvent avoir des secrets, ils peuvent avoir plein d'enjeux, ça peut être moteur de scénario, bien sûr, mais je vous encourage à intégrer ce genre de choses dans vos aventures. Juste, c'est pas parce que c'est un monde souterrain et que c'est dangereux que c'est mort, tout simplement. Ce sont des lieux qui sont pleins de vie, et donc plein de vie, pas forcément hostile. Les souterrains, c'est un environnement qui est très très intéressant, mais maintenant je vous propose de passer à la conclusion. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur les aventures en souterrain? Eh bien c'est un monde qui est très très intéressant. Honnêtement, il y a plein de choses à faire dans ces aventures souterraines, plein de choses à adapter, des règles spécifiques qu'on peut pouvoir choisir, etc. Mais c'est aussi un monde qui peut être assez dur à maîtriser. En tout cas, pour un MJ qui débuterait complètement, je déconseillerais l'expérience au début pour les conseils que je viens de vous donner aujourd'hui. Ce côté environnement redondant, manque de sociabilisation, environnement très dangereux, puis il faut savoir vraiment le mettre en scène, il faut l'apprivoiser. Même pour moi qui avais déjà de l'expérience en jeu de rôle, première fois que je fais des aventures en souterrain, il y a plein de choses que j'ai dû, ah ok, là je vais adapter ma narration, là je vais changer ça me plaît pas, c'est trop redondant, là ici je me suis trouvé moins bon pour décrire ça, donc il y a quand même beaucoup de choses, de gymnastique à reprendre. Alors peut-être qu'un nouveau, vous me direz, il n'aura pas ses réflexes de monde de la surface, donc peut-être que ce sera plus facile finalement. Mais en tout cas, c'est un monde qui peut être dur à maîtriser, à mettre en scène et à mettre en place. Donc ça, c'est un premier constat. Par contre, c'est un monde qui est très intéressant, comme je vous ai dit, pour changer des clichés habituels et renverser ce qu'on connaît déjà. Et c'est parfait si vous voulez rendre un lieu oppressant, comme je vous ai expliqué, rendre un lieu oppressant sur le fait que le décor ne change pas beaucoup, il y a l'absence de lumière du soleil, vous êtes dans le noir, la bouffe c'est toujours la même. Vous pouvez jouer comme ça sur tous ces éléments-là pour petit à petit resserrer un étau si c'est ce qui vous intéresse. Ça peut être très très bien aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les souterrains en complément du podcast de Rollis TV Discussion et Dragons sur l'Underdark. Et puis en attendant, on se retrouve la prochaine fois. Normalement, je ne devrais pas avoir d'autres hors-série qui devraient m'empêcher de tourner. Donc nous, on se retrouve la prochaine fois pour un jeu spécial Mois de la Fierté. Ça devrait arriver la semaine prochaine, je pense, sans trop de problèmes. J'ai retrouvé un petit peu le rythme là, des tournages. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours essayer. Salut!